Bonjour. Alors, le rire que vous venez d'entendre, c'est le rire d'un artiste qui s'appelle Gino De Dominicis. Et ce rire, c'est une œuvre, en fait. C'est une œuvre qu'il a réalisée en 1971, dans une galerie à Rome. Et en fait, elle a deux titres, selon les personnes qui l'emploient, qui l'utilisent, qui en parlent. Le premier, c'est La risata continua, donc le rire continue. Et le second titre, c'est Dio, qui fait un petit peu plus tard la signification de ce terme Dio. Donc Gino De Dominicis, c'est un artiste qui est né en 1947 et mort en 1998, il est italien. Il est né précisément à Ancône, au bord de l'Adriatique. Et il a vécu en fait une grande partie de toute sa vie en fait à Rome, ville qu'il a adorée par-dessus tout. Alors son profil, c'est un dandy, vraiment un dandy, vous voyez d'ailleurs un peu ici. Il vivait dans un palais très luxueux. Il vivait surtout la nuit et dormait le jour. Donc il était très aristocrate et résolument anti-moderne. Et pourtant, paradoxalement, quand on se penche un peu dans son œuvre, c'était quelqu'un qui était très au fait des recherches scientifiques de son temps, et notamment de l'entropie. Il a eu un parcours très particulier, c'est surtout un des artistes les plus mystérieux, les plus énigmatiques, exactement, du XXe siècle. Et il a tout fait pour que son œuvre soit elle-même énigmatique, mais que lui-même soit une énigme. Et en fait, quand on parle de Gino De Dominicis, on parle de deux périodes. Il y a deux Gino De Dominicis. Le premier qui commence à la fin des années 60, et notamment avec cette œuvre, donc cette lance qu'on voit au milieu des deux hommes, qui s'appelle Asta in Equilibrio, qui date elle aussi de 1971, et c'est tout simplement une barre d'acier en équilibre qui tient sur la pointe et dans le vide, et on ne sait pas comment elle est fixée à rien ou par rien. Une autre œuvre très célèbre de cet artiste, qui s'appelle La seconde solution pour l'immortalité, avec un sous-titre « L'univers est immobile », et dans laquelle il a demandé à un jeune trisomique du nom de Paolo Rosa d'être assis sur une chaise, donc c'est le jeune homme qu'on voit au fond. Tel un gardien de musée, de fixer du regard des objets, un cube invisible, une balle au moment du rebond, la petite balle qu'on voit au milieu de l'image, et un rocher susceptible de générer un mouvement spontané. Je cite l'artiste, qui sont tous posés au sol. Cette installation a été présentée à la Biennale de Venise en 1972 et elle a fait un scandale énorme et elle a dû être fermée au bout de quelques jours, tellement le scandale a été important. Je reviens un petit peu en arrière. En 1969, il crée une œuvre qui s'appelle, une installation exactement, qui s'appelle Le miroir qui reflète tout, à l'exception des êtres vivants.
Alors là, je n'ai pas d'image, mais j'ai le descriptif d'une personne. Donc j'ouvre les guillemets, dans la salle à demi plongée dans l'obscurité, un projecteur éclairait un tableau à la détrempe noire. Sur le mur opposé à cette peinture, un cadre ovale était tout conforme à un miroir. Toutefois, en se rapprochant de ce dernier, on se rendait compte que le miroir reflétait la salle et le tableau, mais pas les visiteurs. Découvrir la nature du trucage, à savoir que les deux espaces symétriques avec deux tableaux identiques avaient été construits, est moins important que d'en recueillir les résultats. Toujours dans cette période, il réalise, donc au début des années 70 exactement, 2 vidéos pour une vidéo-galerie télévision allemande qui s'appelait Gerichum. Et la première vidéo est intitulée Tentative de vol, c'est celle-ci. On voit l'artiste en pleine nature tenter de voler en gesticulant les bras jusqu'à ce que son corps s'élance dans le vide. Alors on dit que Gino de Dominicis préconisait l'enseignement de ce geste aux générations futures jusqu'à ce qu'elles puissent un jour voler, véritablement voler. Alors il partit du principe que si les hommes savent nager, alors qu'ils ne sont pas des poissons, ils devraient un jour savoir voler. Et puis l'autre vidéo dont je vous parlais, elle s'appelle « Tentative de former des carrés au lieu de cercles autour d'une pierre qui tombe dans l'eau ». Donc on le voit ici, face à un bassin d'eau dans lequel il jette des pierres avec ce titre qui sonne comme une aporie sisyphéenne. Vous avez remarqué quand même que dans les 2 vidéos, son corps est de dos. Autre œuvre de cette période. Alors, dans la critique d'art, on appelle ça la période conceptuelle. Il détestait le mot. Il vaut mieux l'appeler la période immatérielle, parce que toutes les œuvres qu'on voit sont plutôt immatérielles. Donc, cette photo, vous voyez, cette installation, en fait, est une expo entière qu'il a réalisée dans la galerie Latico à Rome, donc en avril 1970, et il a reconstitué, sous la forme d'installation et de performance, à l'échelle 1, les signes du zodiaque, parfois avec des êtres vivants, comme vous le voyez. Donc à travers toutes ces œuvres, on sent chez lui une sorte de conceptualisme métaphysique qui joue sur le mystère ou le temps suspendu, asta, donc la lance qui est suspendue, le vide ou l'absurde, le destin ou plutôt la destinée avec les signes du zodiaque. Il avait une phrase, Gino de Dominicis, qui l'employait régulièrement, pourtant il était assez taiseux, il était avare de paroles. Il disait, pour exister réellement, il faut être capable de s'arrêter à l'intérieur du temps. Ce désir de voler ou du temps suspendu est aussi celui de s'échapper à la matérialité du monde terrestre que l'artiste avait vraiment du mal à supporter. Et alors, à la même époque, en avril 1970 précisément, il écrit à une femme inconnue pour nous en tout cas, vous la connaissez certainement, une lettre sur l'immortalité. Et cette lettre est conçue non seulement comme un courrier, mais aussi comme un manifeste, à la fois comme une quête de désir et un désir d'absolu. Je ne vais pas vous lire toute la lettre, mais elle démarre ainsi. « Ma chère, je pense que les choses n'existent pas. Pour exister vraiment, les choses devraient être éternelles, immortelles. » Et alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que lui qui était obsédé par l'immortalité, la mort est en fait très présente dans son œuvre. C'est paradoxal et ça l'est pas tant. Et notamment en 1969, alors qu'il n'a que 22 ans, un âge donc où a priori on ne s'intéresse pas beaucoup à la mort, il réalise un carton d'invitation fait comme un faire-part de décès. Les gens qui ont reçu ce carton d'invitation, en même temps, sont faire-part de décès. Et la mort très présente aussi dans d'autres œuvres, une vraie obsession chez lui, et notamment dans cette œuvre qui est la plus célèbre, parce que la plus spectaculaire de Dominicis, qui s'appelle Calamita Cosmica, donc en français c'est Aiguille aimantée cosmique, qui est datée de 1990. Donc vous voyez ici un squelette, donc le squelette dans sa totalité, donc c'est un squelette qui mesure de 22 mètres de long, 9 mètres 16 de largeur sur 5 mètres
60 de hauteur, allongé sur le sol avec un nez pointu, et une lance, une fois de plus, plantée entre le majeur et l'annulaire de sa main droite, qui est ouverte au ciel, contrairement à la main gauche qui retournait, quant à elle, vers le sol. Toujours son rapport avec la mort. 2 ans avec sa mort, il s'est représenté en pendu dans l'une de ses propres expositions, tel un pantin dont le cou était lié à une corde fixe, à l'une des poutres du plafond de la galerie où il exposait, qui s'appelle la galerie Nuova Pesa, et ce, face à un autoportrait. Vous voyez l'image qu'on voit au fond. Bon, la couleur n'est pas très bonne ici, mais c'est vraiment un autoportrait qui ressemble plus à un cylindre qu'à son propre visage. Et en fait, vous voyez ce pantin pendu, il était exactement habillé comme l'était au quotidien Gino de Médicis, qui était toujours habillé avec un costume noir. Alors même sa propre mort, 2 ans plus tard, donc en 1998, apparaît toujours aujourd'hui comme un grand mystère, puisqu'il est officiellement décédé d'un infarctus, mais une légende, laisse entendre qu'il a mis en scène sa propre mort en se suicidant ou en se faisant volontairement assassiner selon les méthodes d'un crime parfait. Donc là, j'ai un peu évoqué la période immatérielle de Médicis, mais maintenant, il y a une autre période qui commence à la fin des années 70, début des années 80, avec des œuvres donc, produites pendant les 20 dernières années de sa vie, qui sont beaucoup plus présentes matériellement, donc ce sont des tableaux, c'est de la peinture, mais qui paradoxalement, à chaque fois, sont très diaphanes, qui représentent des visages ou des corps en très peu de traits. Ces figures très hiératiques, évoquent très souvent 2 personnalités, 2 légendes là aussi, Urvasi et Gilgamesh. La première est une nymphe céleste de la mythologie hindoue dont la beauté est éternelle. Et le second, donc Gilgamesh, est un roi, poète, peintre et architecte mésopotamien, obsédé lui aussi par la vie éternelle. Donc on comprend effectivement le lien qui unit en fait ces 2 personnages légendaires avec sa lettre de 1970 sur l'immortalité. De nombreux motifs dans ces œuvres picturales font référence à des civilisations, à des croyances ancestrales. Donc on retrouve, alors lui les appelait pas vraiment ancestrales, mais les appelait antidéluviennes. Et on retrouve donc des croix, des pyramides, des astres, des figures géométriques, des chiffres kabbalistiques. En fait, plus que la simple évocation anecdotique de légendes anciennes, D2006 se réfère à une période originelle, c'est-à-dire l'origine des mythes, l'origine de l'art, une période où tout était neuf, où le sens était à ses yeux encore intact et l'étonnement possible, une période diamétralement opposée à celle de l'hypermodernité, rationnelle et rationaliste, dans laquelle il a grandi, modernité trop bercée, selon lui évidemment, dans la communication et le souci permanent de la visibilité. Et d'ailleurs, il a réalisé en 1981 un de ses tableaux les plus célèbres, qui était les rares images qu'on voit circuler de cet artiste, qui s'appelle In Principio Era l'Imagine, donc au commencement était l'image, représente un personnage stupéfait, qui semble découvrir avec ses grands yeux le monde, ou découvrir en tout cas quelque chose. Le témoignage de Laura Cherubini que je vous ai lu tout à l'heure sur la pièce miroir, où la représentation des corps est évacuée, mais vraiment en exergue le rapport complexe que de Médicis entretenait avec le public. En faisant de plus en plus rare dans ses expositions, il refusait systématiquement tout livre monographique sur son travail et il cherchait systématiquement à acheter tous les stocks de publications, d'expositions collectives dans lesquelles il était invité. Et puis, juste avant sa mort, il a vraiment détruit toutes ses archives le concernant. C'est pour ça qu'on croit qu'il a mis en scène sa mort, puisqu'il a préfiguré, en fait, par la destruction de ses archives, sa propre disparition. D'ailleurs, il y a très peu de commentaires sur son œuvre, cherchant à éviter tout contact avec les critiques d'art. Alors, dans ce contexte, pour revenir à la pièce sonore, à ce rire que vous avez
entendu et écouté en arrivant, quelle est la place de ce rire dans l'œuvre de Gino De Minicis? Alors, comme je vous le disais en introduction, il y a deux titres à cette œuvre. Donc, la risata continua, qui semble le titre le plus logique, puisque c'est un rire continu, c'est un rire en boucle, c'est-à-dire que dans l'exposition, il tournait en permanence toute la journée au fil des heures. Et l'autre titre, c'est Dio. Donc, la logique veut que la pièce s'appelle risata continua, ce que certains ou certaines l'appellent. Mais en faisant des recherches, le vrai titre, en fait, c'est Dio. J'ai retrouvé dans les numéros d'inventaire et dans plusieurs publications, c'est vraiment le titre officiel. Même, il appartient même à une collection privée et c'est voilà, le titre de l'inventaire. Alors, Dio, qu'est-ce que ça veut dire? Dio, en italien, c'est Dieu, mais c'est un jeu de mots, c'est moi. Donc, on peut le traduire sous un jeu de mots, Dieu, c'est moi. Et c'est l'œuvre donc a constitué le cœur et la seule œuvre d'une exposition à la Galerie Latico, donc en 1971. La Galerie Latico, c'est là où il y avait le Zodiac l'année précédente. Donc c'est quand même un gros espace. Et j'ai retrouvé une citation de l'organisateur de l'exposition qui dit « Dans le grand espace du garage, l'écho était puissant et l'éclat de rire se déployait en rire homérique. » Mais si c'est vrai que ce rire est homérique, on peut aussi le prendre, il peut apparaître comme un rire diabolique, voire démoniaque, ou peut-être narquois ou moqueur. Alors démoniaque, ça m'étonnerait, parce que la figure du diable ou les représentations du diable n'a jamais été vraiment dans le vocabulaire et dans l'esprit de Gino De Minicis. Lui, il le dit, en fait, Gino De Minicis s'intéresse avant, vraiment presque avant l'histoire, c'est-à-dire au tout début de l'histoire. La religion chrétienne n'existait pas et la présence du diable n'était pas encore présente. Par contre, que le rire soit moqueur, c'est tout à fait possible, parce que Gino De Minicis se moquait beaucoup de l'art et de son époque, et peut-être qu'il aurait pu éprouver un rire, ou du moins un sourire intérieur, en offrant aux visiteurs uniquement ce rire dans une exposition, en plus un rire très chargé, ce qui n'est pas évident pour les visiteurs et les visiteurs. Alors, au début, je croyais que c'était sa voix, c'était son rire. Puis je me suis rendu compte en faisant des recherches que ce n'était pas sa voix, en fait, c'est le frère d'un ami à qui il a emprunté sa voix, qui avait donc ce rire il n'y a plus, il l'a enregistré. Mais quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas son rire, il représente en fait le rire de l'artiste, la présence de l'artiste au centre d'une exposition. Donc ce Dieu, c'est moi. Dio, c'est moi. Mais c'est en fait ce qui fera, c'est pas vraiment étonnant qu'il ait préfiguré ça au début des années 70, puisque des années plus tard, quand il commence à peindre, une décennie plus tard, c'est toujours lui qui se représente à travers des personnages différents au centre de l'œuvre. Tous les personnages, que ce soit Gilgamesh ou d'autres figures comme celle-ci, c'est toujours la présence de l'artiste qui est au centre de la représentation. Alors, ça peut paraître extrêmement prétentieux, ça l'est quelque part, parce que je crois que De Minicis avait une vraie prétention, mais sa prétention, c'est de placer l'artiste en démiurge. En fait. Il plaçait l'art au-dessus de tout. Et d'ailleurs, dans l'une des rares fois où il a été interviewé par une télévision italienne, il s'est auto-interviewé. Il a refusé la présence de la caméra, en fait, des journalistes. Il s'est auto-interviewé, auto-filmé, et il s'est placé en haut de chez lui, au plafond, en train de peindre. Et il a envoyé ce film, en fait, à la télévision italienne en guise d'interview. Donc, vraiment, il avait cette ambition et cette volonté, cette prétention, en tout cas, de placer l'artiste au-dessus de tout, donc l'artiste comme démiurge. Mais pour comprendre aussi ce rire, il y a plusieurs interprétations. Il y en a une aussi que j'ai trouvée en faisant des recherches, c'est celle de l'italien Giacomo Leopardi, qui est né également à Ancône, comme Gino De Minicis, qui a écrit « Celui qui a le courage de rire est propriétaire du monde et il est prêt à mourir ». Alors, je ne sais pas du tout si De Minicis s'est appuyé sur
sur Leopardi, mais enfin bon, il est fort probable quand même qu'il l'ait lu. C'est un poète vraiment majeur en Italie. Alors il ne faut pas oublier aussi une dimension très particulière, bon, qui est liée à la religion chrétienne, même si De Dominicis n'était pas du tout un croyant. Il y a la notion de mystère, c'est-à-dire que dans la religion chrétienne, un mystère est un phénomène entre l'apparition et la disparition. C'est comme celui de la mort et la résurrection du Christ, qu'on appelle le mystère pascal. Donc, quoi qu'il en soit, ce rire, est comme toute l'œuvre de Dominicis, est totalement métaphysique, c'est-à-dire une recherche rationnelle ayant pour objet la connaissance de l'être, esprit, nature, Dieu, des causes de l'univers et des principes premiers de la connaissance. On peut donc penser aussi que ce rire serait là aussi une œuvre primitive, ou du moins originelle, comme Gino de Dominicis est en les faire. Et pour revenir en fait à l'exposition Zodiac, qui avait lieu dans la même galerie à l'Attica une année plus tôt, ce qu'on sait très peu, c'est que les premiers signes du Zodiac ont été inventés, développés dans la Mésopotamie ancienne que Gino de Dominicis vénérait. On peut aussi imaginer que ce rire sont un langage avant le langage, un langage fait d'expressions de sons, d'onomatopées, et avant que les mots apparaissent. Et alors, ce qui est troublant aussi, c'est qu'à la même époque, alors, une fois de plus, Gino de Dominicis ne s'en réfère pas, c'est juste une supposition. Il parlait très peu, hein, donc il y a très peu de références de lui. Puis s'appuie aussi sur la poésie sonore, qui a été très présente dans les années 60, et notamment en Italie, avec beaucoup de poètes italiens très connus, dont, alors, je vais essayer de vous faire... Je ne vais pas y arriver, je crois. Bon, je ne vais pas y arriver. Ah, voilà. C'est un véritable massacre parce que c'est pas du tout le son originel. Désolé, mais des problèmes techniques. Bon, en tout cas, c'est un poète qui s'appelle Arrigo Laura Totino, donc un poète sonore assez célèbre en Italie, qui a réalisé cette œuvre en 1965. Et effectivement, la poésie sonore, qui était très présente dans ces années 60-70, est une poésie qui revient sur la base du son, de la voix, des expressions corporelles, des onomatopées, de bruits divers et multiples, et qui était vraiment considérée par ces artistes-là comme un langage universel, primitif, avant le langage. Bon, et on peut imaginer qu'effectivement, Gino de Dominicis ait écouté, entendu, parce que c'était vraiment dans l'air du temps, c'était très présent à l'époque, et pu s'en référer pour créer sa propre, pour créer son rire à lui, voilà. Alors, à moi, une fois de plus, hein, je continue dans les suppositions, puisque tout cela n'est que supposition, que ce rire soit aussi, au-delà de son côté homérique, démoniaque, narquois, moqueur, métaphysique ou primitif, moi je le vois comme un rire avant tout théâtral, c'est-à-dire très présent. Voilà. La description de l'organisateur de l'exposition dit bien à quel point il utilisait l'espace par son écho et par ses effets. Et si je dois penser vraiment à un homme de théâtre dans un espace, en fait, ça me fait penser à un magicien, en fait, ou plutôt à un illusionniste, c'est-à-dire quelqu'un qui vraiment veut faire des effets sur scène et qui parfois peut parler fort et occuper l'espace. Et en fait, l'illusionniste, c'est pas non plus tiré par les cheveux, puisque comme on l'a vu, beaucoup d'œuvres de Gino de Dominicis jouaient sur l'illusion, sur les effets de l'illusion. Je rappelle que l'art de l'illusionnisme est l'art de créer l'illusion par des trucages, nous faire croire à des choses qui n'existent pas. Alors, je vous raconte quand même le secret de Asta. C'est la lance. Il faut bien qu'elle tienne par quelque chose. Donc, comme je l'ai exposé, donc je sais, c'est qu'effectivement, elle est posée, elle
fait 4 mètres, je crois, quelques de hauteur. Mais systématiquement, quand elle est installée, il faut installer un aimant énorme à 40 cm au-dessus. Donc il faut faire un creux dans le plafond, installer l'aimant, et c'est l'aimant qui permet à la lance en acier, qui est assez lourde quand même, de tenir comme ça en équilibre. Donc il y a beaucoup dans l'œuvre de Gino Minicis, beaucoup de petits trucages comme ça. Et lui-même, donc en connaissant sa vie, on sait qu'il aimait faire des tours de cartes à ses amis, donc il aimait jouer au magicien. On est à peu près sûr qu'il a menti sur son âge, parce que dans la fin des années 60, avoir 22 ans, c'est absolument incroyable. Il avait une maturité intellectuelle, donc on est à peu près sûr qu'il avait quelques années de plus, et personne ne sait rien, mais même s'il ne sait pas jamais, sur l'origine de sa famille et de sa richesse, parce qu'il était quand même très riche. Et en repensant effectivement à cet effet, à ces jeux d'illusions, et à ces mystères, à ce secret, j'ai beaucoup repensé au nez de ces personnages. Vous avez vu que le squelette a un nez absolument énorme. Bon, alors, là, l'explication la plus sérieuse, évidemment, c'est que s'il a beaucoup représenté des personnages avec des nez aussi longs, ce sont en fait des becs. Ces becs s'expliquent parce que le fameux Gilgamesh, au-delà de son rêve d'éternité, souhaitait voler. Donc il y a la double ambition. Donc, ce qui s'explique. Mais quand même, ce que je me dis, c'est que de Dominicis passait du temps quand même beaucoup à mentir. Je me dis, mais pourquoi ce nez serait celui de Gilgamesh, mais pas au-dessus de celui de Pinocchio? Et ce rire, effectivement, serait aussi une des explications d'un rire, en fait, face à son œuvre. Alors, face à son œuvre et face à l'homme. Alors, pas comme un homme menteur systématiquement, mais comme un homme qui se ment à lui-même. Et donc là, à partir de cette déduction, je me suis replongé dans la fameuse lettre de l'immortalité de 1970, qui est vraiment son manifeste. Et puis je me suis rendu compte, en relisant, j'avais lu au début de l'été, quand Jacques m'a invité, mais je l'ai relu là ces derniers jours. Et en fait, quand on lit cette lettre, on se rend compte que ce n'est qu'une liste, presque un inventaire de choses que l'homme refuse d'affronter ou de s'avouer. Je vous lis une des phrases: la peur de la vieillesse et de la mort a toujours été sublimée ou utilisée par les poètes, les philosophes, les religions et les artistes, mais jamais affrontée avec la froideur nécessaire. Donc, on se dit en lisant le texte que de Dominicis considère la vie elle-même comme une illusion, et l'artiste, en l'occurrence lui, serait le révélateur avec les moyens de l'illusionniste de ce mirage. Quelqu'un a dit que le médium de Gino de Dominicis n'était pas la peinture, le dessin, la sculpture ou l'installation, mais le secret. C'est une belle formule, mais il n'y a pas de secret sans mensonge. Merci. Merci, merci.